en 8 transferts. Centre départemental de formation et d'animation sportive situé à Aubonne. Son expérience en matière d'accueil d'événements internationaux, comme le tournoi international Jeunes de la ou le meeting féminin, permettra peut-être au département d'être sélectionné dans la liste qui sera présentée au moment des... Boniface, on l'a vu hier à la télé, hein, Florence, pour information. Non, mais si vous pouvez aussi vous Ça n'a pas installer été là. que toute la Boniface. La matinale va refaire le site. On l'a vu hier à la télé, Boniface. Hein. Il faut absolument que je dise un mot du salon effervescence le 31 Oui, mars. bien sûr. Ici, il y a des colonnes d'Anvers, Organisé par l'aglo. organisées par l'aglo, entre autres. Dans toutes les forces vives du Val-d'Oise. Toutes les forces. Oui, Christophe. Ah, Boniface, il est passé hier sur M6. Il passe souvent, hein. Il passe souvent à la télé. C'est normal avec l'avion qui a explosé. Il est intervenu, il a réagi. C'est vous, hein, moi je... Et vous le connaissez d'où? Là ou là-bas? Vous le connaissez d'où? Ah, on se connaît depuis 20 ans. Donc, Ah oui, c'est un pote. c'est un pote. Attention, envoyez le jingle. Dis donc, il y a un problème de synchronisation des horloges là. C'est celle-ci. Voilà, c'est parti. Que bien permis ce Montmartre. Hein? Que bien permis ce Montmartre. Bon, il va falloir que je jongle avec la caméra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire un petit point économique du Val d'Oise, mais pas seulement. Et puis nous allons aussi aborder les élections municipales dans 2 départements, le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine. Bien sûr, vous pouvez interagir au direct du jour sur la vidéo live via Facebook, page bar de l'économie. Et toujours, vous nous écoutez 98 FM ou en web radio idfm98.fr pour nous écouter de partout dans le monde. Alors, bienvenue à mes invités du jour. Ils sont persévérants malgré les problèmes de transport. Pierre Cuchely, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Vous êtes également le président de la société LSI. On en parlera tout à l'heure. J'ai un scoop pour vous, je ne me présente pas aux élections municipales. Merci Pierre. À vos côtés, Daniel Fargeau, bonjour. Bonjour Florence et excellente année 2020. Mais bonne année à vous tous également d'ailleurs, et surtout Merci. bonne santé et il faut vous souhaiter à tous plein de succès Une année dans victorieuse. vos entreprises de l'année justement. Daniel Fargeau, vous êtes le président de l'Union des maires du Val d'Oise et vous êtes candidat à votre propre succession pour les municipales 2020 à la mairie d'Andilly. Absolument. Avec vous, on parlera du rôle d'un président de l'Union des maires, si vous voulez bien. Et puis, on aimerait bien savoir combien de maires se représentent, combien arrêtent en fait en Val d'Oise, parce qu'il y a quand même 184 communes. Une petite spécificité, encore une du Val d'Oise. Et puis, si vous voulez bien, on parlera ensemble de la réorganisation des finances publiques et puis des 21 maisons France Service à créer en Val d'Oise. Et puis, à nos côtés aujourd'hui, Sébastien Perrotel, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux. Merci, bonne année à vous aussi. Alors, il faut vous souhaiter bonne année puisque vous étiez maire adjoint à la jeunesse et au sport à Colombes. Vous êtes depuis 2015 conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Vous présidez la commission culture et sport et vous êtes membre de la commission enseignement du patrimoine. Et vous vous présentez, vous avez décidé d'être candidat au municipal de Colombes sous l'étiquette LREM et UDI pour le moment. Donc, vous allez nous expliquer bien sûr pourquoi tout à l'heure. Mais vous êtes aussi directeur adjoint au lycée Jeanne d'Arc à Colombes. Vous dirigez la section d'enseignement général et professionnel adapté, le SEGPA, qui vise un public en grande difficulté scolaire. Et d'ailleurs, on aimerait bien vous entendre à ce sujet. Vous allez nous parler un petit peu de cet établissement très intéressant et qui rend service, évidemment. Mais tout de suite, comme d'habitude, eh bien, l'exercice, c'est les infos du jour. Voilà l'info du jour que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. Eh bien sûr, la réforme des retraites. Le gouvernement joue une nouvelle carte puisqu'il reporte provisoirement l'âge pivot, cette mesure largement contestée de son projet des réformes des retraites. Pourtant, vendredi 10 janvier, Matignon a dévoilé aux partenaires sociaux un chiffrage des économies que permettait cette mesure.
3 milliards d'euros en 2022 et 12 milliards en 2027, date à laquelle cet âge pivot aurait dû être mis en place pour atteindre l'âge de 64 ans en 2027. Ces estimations figurent dans un document consulté par France Info et France Télévisions, et donc c'est pourquoi je vous en parle. Vendredi, l'organisation de cette conférence sur le financement de la réforme proposée par la CFDT, dont le secrétaire général est Laurent Berger, a bien été actée. Cette réunion donc a eu lieu entre les organisations syndicales, patronales et le gouvernement, tout ça mené par Édouard Philippe. Et ce qui a été acté également, c'est le fait d'arriver à l'équilibre financier avec ce retrait provisoire de l'âge pivot, comme a annoncé Édouard Philippe, notre Premier ministre. Les syndicats devront donc s'approprier ce fait, c'est-à-dire le fait d'arriver à l'équilibre financier. Voilà le délai donc en fait accordé. Alors la conférence de financement doit se mettre en place fin janvier pour trouver un accord d'ici fin avril sur cet équilibre financier du système et ça va être déterminant. À cette conférence, syndicats et patrons se retrouvent, tout comme une personne de la Cour des comptes et Jean-Jacques Marek, l'ancien directeur de la GIRC Arco. Il s'agit de trouver 12 milliards d'euros pour 2027 et donc de choisir des mesures qui vont rapporter. Et ça, il faut que les propositions soient établies avant juin 2020. Donc, le planning est très serré parce que sinon, l'âge pivot sera réintroduit. Le gouvernement et le patronat restent favorables à une mesure d'âge et s'opposent à toute hausse des cotisations. Le gouvernement a également écarté une baisse des pensions, ce qui laisse une marge de manœuvre très étroite aux négociateurs. Alors, le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure, espère bien que le retrait de l'âge pivot sera acté complètement, alors que Geoffroy Roux de Bézieux juge que le maintien d'un nouveau système, d'une mesure d'âge est absolument indispensable. L'avant-projet a été dévoilé également ce week-end. Il comprend des nouvelles mentions, ça s'appelle maintenant l'âge d'équilibre. Le mouvement de grève continue, les avocats manifestent. La zone industrielle-portuaire qui regroupe 1200 entreprises au Havre est bloquée par les manifestants. Les dépôts de tramways et de bus ont également été bloqués vendredi dans au moins 4 agglomérations françaises, Marseille, Nancy, Dijon et Nantes. À Marseille, des manifestants ont aussi envahi la gare de Saint-Charles, et à la RATP, de nombreuses lignes restent encore très perturbées. On en est au 40e jour de grève contre la réforme des retraites, mais une nette amélioration à la SNCF. Le trafic sera meilleur que la semaine dernière avec le maintien de 4 TGV sur 5. Voilà, et c'est quand même la région Île-de-France qui est la plus impactée au niveau des problèmes de transport, alors que la province, de ce côté-là, est beaucoup plus calme. Alors j'ai envie de demander à nos invités du jour ce qu'ils pensent de tout ça. On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Daniel Fargeot. Eh bien, écoutez, avec plaisir, Florence. Alors, si vous voulez que je m'exprime effectivement sur la réforme de retraite, nous assistons depuis le 5 décembre à une nouvelle fracture sociale qui pénalise bien évidemment les usagers des moyens de transport qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. Et je pense que effectivement le diktat aujourd'hui des syndicats dans leur ensemble bloque à la fois les moyens de transport mais aussi l'économie. Et tout cela pour cette réforme des retraites qui est pour ma part, qui doit être mise en place évidemment de façon impérieuse et rapide, puisque c'est un vrai problème, c'est une vraie bombe à retardement. Et il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur cette réforme de retraite. Je reconnaîtrai à notre Premier ministre cette volonté et ce courage de lancer ce dossier, contrairement à l'hypocrisie de nombreux gouvernements précédents, même s'il y a eu des petites choses qui ont été faites à la marge. Aujourd'hui, partir sur une retraite universelle me paraît quand même une fort bonne chose, dans la mesure où effectivement les régimes spéciaux doivent être abandonnés. Je rappellerai que le régime de retraite est un régime à répartition. Qui dit répartition dit solidarité, et qui dit solidarité dit à la fin aux régimes spéciaux et aux acquis de certaines professions qui, pour ma part, aujourd'hui ne sont plus à même de pouvoir conserver ces mêmes régimes, sachant que, d'autre part, certains sont déficitaires et que c'est le régime général qui vient compenser ces déficits.
Donc certains sont toujours excédentaires, bien évidemment. Alors quand j'entends parler de la manne financière de 130 ou 160 milliards, cette réserve qui existe, tant mieux, elle existe, c'est une bonne chose. Pour une fois, nous avons une bonne nouvelle. Et celle-ci permettra de lisser dans le temps la fin des régimes spéciaux, sans pour autant que l'État ne revienne sur et ne s'approprie cette réserve. Ce n'est pas du tout le but. Donc, ce que vous voulez dire, là, c'est important ce que vous venez de dire. Je rappelle, Daniel Fargeau, que vous êtes expert comptable dans la vie dans la vie courante. Donc, ça, c'est très important ce que vous venez de dire. Le fait que ce qui fait peur aux Français, et notamment au régime indépendant, c'est que cette manne financière soit récupérée par le gouvernement. Absolument. Alors, c'est pas... Alors, il arrivera un moment où peut-être que le gouvernement viendra puiser, mais vraiment dans le temps, puisque le lissage est prévu sur 25 ans. Alors vous parlez du régime des indépendants, qui est un régime à part entière et bien différent des autres régimes spéciaux. Bien sûr, celui-ci va rentrer dans le cadre du régime général, et c'est plutôt une bonne chose pour les indépendants également, puisque le RSI, qui est repris par l'URSSAF, aujourd'hui va permettre à nombre de commerçants et d'artisans et autres professions libérales de sortir d'un carcan qui est quand même très pénalisant pour eux au niveau des cotisations. Qui trouvaient que c'était très cher pour avoir peu de retraite derrière, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Merci Daniel Fargeau. On va demander la même chose à Sébastien Perrotel. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on tente de donner une autre orientation au régime des retraites, on tente de réformer. Les gouvernements de gauche et de droite ont totalement reculé. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement actuel a dans sa visée une justice sociale, une équité sociale. Quand je vois les annonces du gouvernement par rapport aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, dont le travail n'est pas valorisé au départ à la retraite, là, un minimum de retraite de 1 000 € est une bonne chose, c'est une belle perspective pour nos artisans, commerçants et agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on doit léguer à nos enfants un projet de retraite qui va pérenniser notre identité française, puisque en ayant beaucoup voyagé, les Français souvent ont l'impression de vivre un peu en enfer, alors qu'on est, par rapport à d'autres pays, au paradis. Donc il est important aujourd'hui que chacun puisse prendre en compte l'objectif de ce projet, c'est-à-dire qu'on va pérenniser dans le temps une équité sociale entre tous les travailleurs. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, certains veulent revenir à un système de réforme des retraites par capitalisation. Seuls ceux qui vont travailler vont pouvoir avoir une retraite, une petite retraite. Non. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir promettre un avenir à nos travailleurs quand ils vont partir à la retraite et avoir une garantie sûre, puisque si on continue comme ça, on le sait pertinemment, aux alentours de 2030, notre système de retraite risque d'être en faillite. Merci Sébastien Perrotel. Vous avez rappelé quelque chose de très important, c'est notamment la situation des agriculteurs. Et ça, il faut le souligner parce qu'ils sont complètement exclus, c'est vrai, des systèmes sociaux qui sont généralisés. Et puis, deuxièmement, vous avez rappelé le fait qu'il faut une certaine équité, bien sûr, pour tous. Pierre Cuchely, on va également vous poser la même question. Écoutez, moi je suis, comme mes deux amis ici présents, tout à fait favorable à cette réforme des retraites. Je pense que tout le monde sait dans ce pays que le système actuel ne peut pas continuer comme ça. Donc on est forcément tout à fait favorable. Moi je voudrais simplement dire deux choses. La première, c'est qu'il a été évoqué la piste d'une hausse des cotisations salariales patronales par répartition. Par répartition, et nous y sommes bien entendu tout à fait opposés. Je tiens à dire en tant que, on va dire, représentant des entreprises. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'étais à la Défense lors de la réélection de mon ami François Asselin à la tête de la présidence de la CPME nationale, et Bruno Le Maire, qui était présent, nous a confirmé que lui aussi était opposé à une hausse de ses charges. La deuxième, c'est que je voudrais dire quand même que les différents mouvements sociaux auxquels nous assistons, que ce soit les Gilets jaunes d'abord ou les grèves aujourd'hui, c'est quand même un sacré mauvais cadeau de Noël qui est fait à nos entreprises, à nos artisans. Alors c'est sûr que le plus dur est à Paris, hein, mais toute la région Île-de-France est impactée. Nous avons fait à la CCI du Val-d'Oise un sondage auprès de nos entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des chiffres d'affaires qui sont en baisse de 10%, voire plus. Et c'est extrêmement, bien entendu, préjudiciable à nos entreprises. Il faut que ces mouvements cessent maintenant, ça suffit. J'ai vu des images ce week-end d'un kiosque à journaux brûlé, je ne sais pas où, avenue de la Vendée. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on brûle un kiosque à journaux? Là-dedans, il y a un pauvre artisan
on fout sa vie en l'air. Lui aussi, il a envie d'avoir une retraite comme tout le monde. Je veux dire, il est certainement sensible au sujet, mais en quoi aller lui brûler son kiosque à journaux, ça va changer quoi que ce soit? C'est dramatique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement fasse preuve de fermeté. Ça suffit, les violences, ça suffit. Brûler des magasins. L'autre jour, j'étais en assemblée générale à la CCI régionale. J'ai un de mes collègues élus sur Paris qui dirige plusieurs commerces, qui m'a dit l'année dernière on avait les gilets jaunes. Alors c'était tous les samedis. Bon, c'était extrêmement dur, mais malgré tout, les autres jours on arrivait à compenser un petit peu. Malgré tout, avec ce que ça nous a engendré chez le tribunal de commerce, j'ai fait un mandat ad hoc pour négocier, etc. Mais il dit, mais là, il dit, moi, mes salariés, quand ils viennent, quand ils peuvent venir, je ne sais pas quoi leur faire, parce que j'ai pas de clients. Je ne sais pas comment je vais les payer à la fin du mois. Il faut arrêter ça maintenant, ça suffit. Je veux dire, ce qui se passe, c'est dramatique. Merci beaucoup Pierre Cuchely. Alors Daniel Fargeot, il y a un autre sujet qui évidemment fait peur aux Français, c'est la valeur du point. Oui, alors ça c'est encore une variable sur cette réforme que souhaite mettre en place le gouvernement. Moi je reviendrai sur cette retraite universelle et sur la valeur du point. Il faut savoir quand même que seul le régime général est basé aujourd'hui sur les salaires en base de cotisation sur lesquels sont appliqués un taux. Par contre, pour tout ce qui est retraite complémentaire, ARCO, AGIRC, nous sommes déjà dans la phase de la retraite à points. Chaque année, chaque salarié peut recevoir son décompte de points, son décompte de retraite, et qui fait bien mention d'un certain nombre de points. Et ce point est valorisé chaque année, revalorisé en fonction d'un certain nombre de critères. Donc la réforme de la retraite à points est déjà en place pour les régimes complémentaires. Ça, c'est quand même essentiel de le dire. Et puis, je voulais ajouter aussi un point supplémentaire, c'est le cas de le dire. La longévité, la table de mortalité ne cesse de s'allonger. Vous savez qu'on gagne, grosso modo, 1 an de vie tous les 4 ans. Donc, il faut bien savoir que les pensions de retraite sont versées donc aux retraités, aux pensionnés, pris sur les actifs. Donc, on va avoir de plus en plus de passifs pour moins d'actifs. Donc bien évidemment, ce problème des retraites se préfigure un gros souci dans les années à venir, et il faut bien le compenser, et il faut bien le solutionner. Donc c'est pourquoi cette réforme est vraiment nécessaire, je tiens à le souligner. Par ailleurs, qu'il y ait une dose qui soit revue par notre gouvernement sur son projet de réforme, cela va évidemment dans le bon sens en ce qui concerne notamment la pénibilité. Il est bien certain que nous n'avons pas la même charge de pénibilité en fonction de notre activité professionnelle. Donc autant d'éléments qui permettent aujourd'hui de prendre à bras-le-corps cette réforme et qu'il faut impérativement mettre en place. Merci Daniel Fargeot. Sébastien Perrotel. Je vais revenir sur un point précis. On remarque depuis 2 ans une tentative de déstabilisation de l'économie française à travers les différentes manifestations, les gilets jaunes, mais aujourd'hui les centrales syndicales, surtout la CGT. C'est vrai que le gouvernement se doit de réformer pour l'avenir cette réforme des retraites. Et là, on est dans une période difficile pour les commerçants, pour les artisans, puisque dans certains territoires, ils ont une baisse de leur chiffre d'affaires de moins 30%. On tue le petit commerce avec cette attitude qui consiste c'est l'attitude de la politique de la terre brûlée, au profit d'un dialogue constructif entre les centrales syndicales et le gouvernement. Et on favorise maintenant effectivement le e-commerce. On est en train de tuer certains centres-villes parce que la problématique des transports, la problématique de l'approvisionnement, la problématique des manifestations font que les gens se retournent de plus en plus vers le e-commerce, derrière leurs ordinateurs. Et ça, c'est véritablement, il faut cesser. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est un pays riche, on est un pays où on prend en compte la pénibilité du travail, où on prend en compte les problématiques de santé, ce qui n'est pas le cas partout. Je pense qu'il est préférable d'avoir d'abord un dialogue plutôt que de déconstruire pour après peut-être reconstruire, et sur quelle base. Merci beaucoup à tous les trois pour ces commentaires. Autre info du jour. J'aimerais que l'on parle de la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron est ouvert à soumettre certaines propositions à référendum. Et oui, le président de la République a dialogué vendredi soir avec les 150 Français
tiré au sort pour proposer des mesures contre le réchauffement climatique et qu'il a rencontré pour la première fois donc vendredi. Ce groupe travaille à de futures propositions. Emmanuel Macron s'est engagé à faire de 2020 l'année de l'engagement pour le climat. L'échange avec les participants s'est déroulé en fin de soirée vendredi dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental à Paris et c'était retransmis d'ailleurs en direct sur franceinfo.fr. Alors, référendum, CETA, taxe carbone, mécanisme de suivi, les propositions doivent être publiées en avril prochain pour essayer de réduire bien sûr les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Le chef de l'État s'est engagé à répercuter les propositions de la Convention soit par règlement, soit par vote par le Parlement ou par référendum. Qu'en pensez-vous, Sébastien Perrotel ? On ne peut plus continuer comme ça. Je pense que c'est important et ce qui, dans les projets de loi sur la Convention climat que va mettre en place Emmanuel Macron, je voudrais rendre hommage à la jeunesse. C'est la jeunesse qui a bougé les quinquas, les quadras, en leur disant, voilà, vous nous avez, depuis les années 70, mis dans des situations compliquées en termes de destruction de la biodiversité. Le climat aujourd'hui, on le voit bien, il y a un réchauffement climatique important partout sur la planète. On le voit même à échelle nationale et territoriale. Et aujourd'hui, il faut absolument changer nos habitudes, changer nos pratiques, avoir une véritable politique d'innovation écologique. Je ne parle pas pour moi, à l'échelle locale ou nationale, il ne faut pas faire une écologie punitive, mais il faut vraiment changer nos pratiques, nos habitudes, pour pouvoir effectivement baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre. De toute façon, le président de l'ONU a dit qu'on pouvait très bien faire des mesures sans taxer qui que ce soit, en tout cas pour la France. Merci Sébastien Perrotel. Pierre Cuchely. Écoutez, moi je comprends tout à fait cette réalité aujourd'hui qui est qu'il y a un réchauffement climatique. Moi je voudrais juste qu'on laisse un petit peu quand même le temps au temps. C'est un avis tout à fait personnel que je vous donne là. J'ai quand même l'impression que ce combat qui est mené en ce moment, on est dans une espèce d'hystérie permanente. Vous savez qu'on cite toujours l'Allemagne comme le grand exemple à suivre pour l'industrie en France. Les chiffres d'hier d'émissions de CO2 en grammes par kilowattheure pour la consommation électrique, l'Allemagne 183 grammes par kilowattheure, la France, donc l'Allemagne, je disais 183 grammes, la France 39. Et ce chiffre que je mets sur les réseaux sociaux tous les jours, c'est tous les jours la même chose. C'est-à-dire qu'en France, on consomme à peu près 5 fois moins. Alors, encore une fois, il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut prendre des mesures, il faut laisser un petit peu le temps. Moi, j'ai l'impression de voir aujourd'hui et d'entendre des choses. On met en place des choses, on ne réfléchit pas. Par exemple, tout à la voiture électrique, moi je suis extrêmement sceptique. Comment on va alimenter ces véhicules électriques? Qu'est-ce qu'on va faire des batteries demain? Je suis très sceptique, donc je comprends ce combat, je l'approuve, mais je dis de temps en temps, quand on prend des mesures, il faut aussi réfléchir. Il ne faut pas avoir une vue à court terme, il faut réfléchir à ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries de véhicules électriques? C'est un exemple. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Merci Pierre Cuchely. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'hydrogène. Et si l'hydrogène, c'était l'avenir des véhicules roulants? La ville de Pau dévoile son Phébus, le premier bus à hydrogène de France. Un bus au design du futur, vous pouvez aller voir sur Internet. À haut niveau de service électrique, est alimenté donc par de l'hydrogène. Et il a été mis en service là, cette semaine. C'est la première fois en France qu'une ligne complète de bus est alimentée par de l'hydrogène. Elle traverse Pau du nord au sud. Le matériel est fourni par une société belge, la société Van Hool, leader européen des bus à pile à hydrogène. Le maire de Pau, François Bayrou, a présenté le Phébus, le nom. Pourquoi ce nom? Eh bien, c'est le nom du célèbre comte de Foix et prince de Béarn. Et la ligne fonctionne en site propre, comme on dit, sur 6 km de long, de l'hôpital au nord jusqu'à la gare au sud. Van Hool est un Belge, donc je vous l'ai dit, c'est le leader européen et il a été choisi pour déployer cette innovation. Alors l'hydrogène est produit sur place grâce à des panneaux solaires. Ce bus fonctionne comme un bus électrique finalement. Il produit son électricité à bord grâce à cette pile. L'hydrogène, lui, est produit sur place au dépôt de bus grâce à un électrolyseur alimenté par des panneaux solaires. Et les stations de recharge sont installées par GNVer. C'est une filiale d'Engie, donc c'est une collaboration
entre le constructeur belge et la filiale d'Engie. 8 bus de 18 mètres de long équiperont cette nouvelle ligne. Ils peuvent transporter plus de 100 personnes, presque 130. Ils n'émettent aucune nuisance, ni pollution sonore, ni pollution par émission à effet de gaz de serre, bien sûr. Et le constructeur promet aux voyageurs une expérience tout confort, silence, accélération sans à-coups et aucune vibration de moteur ou de transmission. Ce constructeur européen a déjà commercialisé une cinquantaine de véhicules roulants à l'hydrogène, 32 en Europe, 21 en Amérique du Nord, et introduit un peu plus de 200 véhicules dans 13 pays européens et en Martinique dans les mois à venir. Le coût total du projet, parce que c'est quand même ça qui intéresse nos élus, je pense, eh bien, ça coûte 72 millions d'euros pour cette ligne dédiée, mais 53 millions sont dédiés aux travaux de rénovation urbaine. Et le montant estimé des subventions européennes et régionales liées au choix de cette technologie s'est élevé à 7 millions d'euros. C'est intéressant, non ? Qui veut prendre la parole? Daniel Fargeot, ça vous laisse rêveur pour la communauté d'agglomération Plaine-Vallée? Des subventions et des aides à percevoir pour mettre en place un système, effectivement, qui est une solution. Comme le disaient Pierre et Sébastien, effectivement, il faut avancer sur le problème énergétique et sur tout le problème climat, bien évidemment. Et je pense que si nous avons la possibilité, via l'hydrogène, donc H2O, c'est tout simple, et de l'eau, nous en avons, nous savons la produire aussi ou la transformer. Bien écoutez, si c'est la solution, allons vers cette direction et rapidement, afin d'éviter effectivement la problématique de pollution de toutes ces batteries dont on ne saura que faire dans quelques années, si ce n'est les enterrer ou les enfouir dans les fonds marins et autres, ou en Afrique ou en Inde. Donc oui, voilà, je crois qu'une vraie conférence doit avoir lieu pour mettre en place des solutions pérennes. Merci Daniel Fargeot. Je rappelle que vous êtes également en charge du développement économique de l'agglomération Plaine-Vallée. Cela ne vous a pas échappé. Pierre Kuchli. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que toutes les personnes, on va dire, qui se préoccupent de ces questions d'énergie savent que l'hydrogène, c'est l'avenir. Aujourd'hui, en France, on est en retard par rapport aux Allemands, par rapport aux Japonais, par rapport à plein d'autres pays. Nous sommes encore une fois en retard. Tout ça, pourquoi? Parce que les lobbies automobiles ont une vue à court terme et privilégient les véhicules électriques. L'avenir, c'est l'hydrogène. Vous parlez des bus Van Hool belges qui fonctionnent à l'hydrogène. Ça fait quelques années que Toyota vend une voiture à hydrogène au Japon. Elle la vend d'ailleurs aussi en France, mais je n'en ai jamais vu sur les routes. C'est vraiment l'avenir. Donc il y a urgence. Encore une fois, lorsque l'on réfléchit à une stratégie, il faut réfléchir à une stratégie moyen et à long terme. Et véhicule électrique, pour moi, est une erreur. Donc l'hydrogène, c'est pour moi l'avenir. On va passer la parole à Sébastien Perrotel. Voilà un exemple d'innovation et de transition écologique. Effectivement, je vais parvenir sur ce que disaient mes camarades, c'est effectivement le moteur à hydrogène, c'est l'avenir. Je pense qu'il faut repenser aussi globalement nos transports, nos mobilités, pour permettre à chacun de pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions possibles, en respectant effectivement le climat, la planète, et voilà, avoir aussi d'autres politiques, puisque on ne peut pas faire totalement haro sur la voiture. On sait pertinemment que en France, dans certaines zones, on a besoin de sa voiture pour se déplacer, pour se rendre à son travail, à l'hôpital, emmener ses enfants à l'école. Mais je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui avoir une véritable politique d'innovation et de transformation de nos pratiques sur tout ce qui est mobilité. Je pense que, parce que je suis passionné d'automobile, et aujourd'hui l'hydrogène, oui, est l'avenir. Et l'énergie fossile n'est plus l'avenir, on le sait bien. Et les batteries au lithium, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, on n'a pas accès sur la recherche. On ne sait pas totalement les recycler. Et beaucoup de batteries au lithium sont stockées dans des conteneurs. Et ces conteneurs sont envoyés dans des pays en voie de développement, en Afrique, en Asie. Et donc on pollue. À cause de nos pratiques, on pollue d'autres espaces. D'autres pays. C'est extrêmement important ce que vient de dire Pierre Kuchli. Et moi, ce que je voudrais dire, et là, c'est plus le patron de la CCI qui vous parle, mais c'est un entrepreneur dans le domaine de l'énergie, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'électricité pour les voitures électriques, on ne sait pas le stocker. Par contre, l'hydrogène, aujourd'hui, il existe des solutions pour stocker l'électricité sous forme d'hydrogène.
ça existe, c'est peut-être pas encore commercialisé, c'est peut-être pas encore sur le marché, mais moi je peux vous dire de source sûre qu'il y a des pistes. Et ça c'est vraiment écologique, et ça c'est vraiment propre. La vraie question sur les véhicules électriques, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain des batteries? Effectivement, aller les enterrer en Afrique, c'est facile. Aller les enterrer en Inde, c'est facile. Mais ces batteries, un jour ou l'autre, comme d'autres déchets sur lesquels je ne reviendrai pas, elles vont nous retomber dans la figure. L'hydrogène, c'est vraiment propre et c'est l'avenir. Alors justement, pour poursuivre dans ce que vous venez de dire, eh bien, une autre expérimentation a eu lieu, c'est à La Rochelle cette fois. Il s'agit d'un premier bus de mer, entre guillemets, qui fonctionne lui aussi à l'hydrogène. Alors quand je dis bus de mer, eh bien en fait c'est un bateau. Ce dispositif plus léger que les batteries électriques permet de gagner en autonomie et en vitesse et en capacité de transport de passagers. Il est le premier du genre à transporter des passagers en France pour assurer la liaison entre le port de plaisance des Minimes et le vieux port de La Rochelle. Il s'agit du projet Yellow 2 mené sous l'égide de la communauté d'agglomération de La Rochelle. La navette maritime a vu ses batteries classiques remplacées par 4 réservoirs d'hydrogène cachés sous une banquette pour les passagers. L'hydrogène est injecté par une membrane créant de l'électricité par électrolyse pour alimenter le moteur du bateau. D'autres expérimentations sont déjà en cours à Nantes, en Allemagne aussi, ou en Angleterre, mais uniquement en milieu fluvial. Et grâce à ce dispositif 4 fois plus léger que les batteries électriques, 200 kg contre 800 pour les batteries électriques, eh bien le passeur Galilée gagne en autonomie, en vitesse et en capacité de transport. Il peut transporter jusqu'à 87 personnes. La pile à combustible a été conçue par le groupe pneumatique Michelin dans le cadre d'un programme d'incubation des nouvelles technologies. Et puis enfin, autre expérimentation, toujours en hydrogène bien sûr, parce que je vous ai dit que je faisais un focus sur l'hydrogène, eh bien c'est Bordeaux qui s'est lancé dans le vélo à hydrogène. Une station de recharge à hydrogène pour vélo électrique sera bientôt installée à Bègles sur le site de Newton, à proximité de la gare de Bordeaux, dans le courant de cette année. Le vecteur hydrogène représente un enjeu fort qui permet de développer une solution de mobilité zéro émission et de nouveaux usages des véhicules électriques, a indiqué la métropole. Le vélo fonctionne, lui, avec une pile à combustible alimentée par un réservoir à hydrogène sous pression placé au centre du vélo. Son atout par rapport à un vélo électrique classique, c'est l'autonomie puisque l'engin possède une disponibilité d'une centaine de kilomètres et se recharge en 30 secondes. C'est l'entreprise Pragma Industries, basée à Biarritz, qui a été choisie pour fournir ces vélos. Elle est le premier fabricant industriel au monde de vélos à assistance électrique à l'hydrogène. Christophe Brugnot, directeur commercial de cette entreprise, avait pu montrer sa technologie au Salon des transports intelligents en 2015. Pragma Industries a déjà passé des contrats avec plusieurs collectivités, comme par exemple dans la Manche ou Chambéry, et puis aussi avec des entreprises comme La Poste, par exemple. Voilà, c'était donc l'info du jour. On fait tout de suite une jolie pause musicale et on vous retrouve avec nos invités dans quelques minutes. On va revenir sur l'hydrogène ou pas? Vous voulez? Oui, parce que sur la mobilité par rapport à la Seine, je trouve que la Seine aujourd'hui est un formidable couloir, axe de mobilité qui n'est pas du tout exploité par les villes. Je pensais que vous n'alliez pas commenter. Donc, moi, je pensais que tu allais nous mettre Yellow Submarine. Je vais vous embêter, il faudra vraiment que vous rapprochiez le micro. Oui, vous parlez d'un peu loin. Habitué. Vous un peu mieux, ça serait bien. Pierre, c'est vrai que tu es un peu loin du micro. Tu te rapproches. Faites un effort, messieurs, quand même. Dites bonjour. Non, mais on voit tout de suite les vraies vedettes de la télé. Sans l'air. Oui, On se déconne. En fait, hier, il était sur le canapé de Michel Drucker. Oui, c'est ça. Côté du chien. Non, mais ça donne plein d'idées, je trouve, aux autres, aux communautés de communes, toutes ces expériences. Bien sûr. Bon. Parce que, en fait, la région parisienne est en retard. Totalement. Mais les bateaux hydrogène, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit hydrogène, mais ça existe depuis 10 ans, il semble. Sur le non, mais là, c'est sur la mer. Là, oui. Le bateau dont je parle, c'est sur la mer. La plupart des expériences, c'est en milieu fluvial, justement, parce que c'est plus facile, il y a moins de remous. Le phosphore, c'est entre les deux. Ouais. Ouais. Ah, tu nous as mis, comment ça s'appelle, Je sais lui? pas. Oui. Mulatou, Astark. C'est quoi ce Facile à retenir. C'est un jazzman, c'est super beau ce qu'il Il a mis sa sorcelle dessus. fait. Redis-moi. Redis-moi. Redis-moi son nom. Tiens, écris-moi ça. Non. Ouais, c'est vrai. Mulatou. T'es sur Facebook, t'es sur la page en vrai. C'est bien. Astark. Et c'est juste Bruno qui m'a
Bah écoute, tu vas t'amuser à répéter. Hein. Donc, vous voulez... alors, qui veut commenter de nouveau sur l'hydrogène? Non, c'était Sébastien. moi, je pense que j'ai dit Voilà. ce que j'avais. D'accord. Est-ce qu'en Val d'Oise, il y a des projets d'entreprise? Non, il n'y a rien. Que je sache, je crois qu'il y a il me semble qu'il y a une station de rechargement de véhicules lourds, de poids lourds de bus à hydrogène qui a été ouverte du côté de Roissy, mais je ne suis pas sûr. Ouais, bon, d'accord. Là, j'ai pas l'info. Bref, en Ile-de-France, on attend. Il me semble qu'ils ont inauguré un truc du côté de Roissy. Oui, on n'a pas pensé aux mobilités douces et durables de façon globale, que ce soit à échelle locale ou à échelle... De toute façon, on n'a pas de vision globale de l'Île-de-France. Ouais. Bon, comme ça, c'est chacun tirant la couverture à soi. Ouais. L'axe de voie de communication de la Seine n'est pas utilisé. Exploité pour les taxis, hein, donc fluviaux, mais... il y en a très peu sur l'ensemble des banlieues. Enfin, je vois vous allez en Angleterre, la Tamise, elle est exploitée différemment. Hein. Tout à fait. Bon, c'est bien, tu nous fais commencer tout en douceur ce matin. Bah, de toute façon... Ça te plaît pas? Si, tout me plaît, moi. Oh là là. Monsieur s'adapte. Oui, intérêt. Ça y est, on y va? Allez, on y va. On y retourne. Là, nous commençons notre semaine en douceur. Vous avez entendu, cette pause musicale était proposée par Moulatou Astaké, un jazzman que je vous invite à suivre avec un extrait de son titre « Tes États ». Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et aussi président de la société LSI, le savoir industriel, de Daniel Fargeot, président de l'Union des maires du Val d'Oise, en charge de l'économie au niveau de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée et maire de la ville d'Andilly, et puis de Sébastien Perrotel, qui était maire adjoint à la jeunesse et au sport à Colombes, qui est donc maintenant dans l'opposition pour pouvoir se présenter à la mairie de Colombes, donc la campagne démarre. Alors justement, Sébastien Perrotel, on parlait donc d'initiatives dans l'hydrogène, dans nos infos du jour. Vous souhaitez encore commenter? Je pense qu'il faut repenser de façon globale, d'abord à échelle locale, à échelle après départementale, régionale et nationale, mais surtout à échelle locale, il faut repenser nos mobilités, mettre en place des mobilités douces, des mobilités durables. Je vois Colombes a un accès à la Seine et cette Seine n'est pas du tout utilisée pour le transport de passagers, c'est essentiellement un transport de marchandises. Et puis effectivement, aujourd'hui, on a une densification qui est très importante. On ne peut pas continuer dans ce système-là. Il va falloir penser à davantage mettre des véhicules en autopartage, multiplier les voies de cyclables sécurisées, permettre à chacun de pouvoir se déplacer de façon douce, mais aussi de façon durable. Et ça, c'est très important. Alors la ville de Colombes, c'est 85 000 habitants. Elle fait partie d'une communauté d'agglomération? Non, elle ne fait pas partie d'une communauté. Elle fait partie d'un territoire, le territoire T5, le boucle Seine-Nord. Voilà. C'est un territoire qui a du mal à s'entendre sur certains points. Donc chacun reste dans sa commune, dans son espace. Et il n'y a pas de véritable politique en termes de politique sur le développement durable, sur l'écologie, sur la solidarité, sur le développement des mobilités. C'est encore chaque maire applique sa politique. Parce que là, je parlais donc des expériences en province, vous l'avez entendu, sur le bateau à hydrogène là qui était sur mer, mais finalement, un territoire comme le vôtre pourrait lancer une navette fluviale? Bien sûr, il faut s'entendre avec les différentes communes, il faut s'entendre avec les voies navigables de France, mais c'est un projet qui serait un projet très important. Il arriverait à déconcentrer des espaces urbains où la voiture, la densification de la voiture est très importante. Merci beaucoup Sébastien Perrotel. Alors Pierre Cuchely, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, on a beaucoup parlé en décembre malheureusement de l'arrêt d'Europa City. Et du coup, vous, au lieu de vous lamenter, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors dites-nous un peu les actions que vous menez à ce sujet. Écoutez, d'abord l'abandon de ce projet Europa City a été un véritable choc pour tout le monde, pour l'ensemble, on va dire, des acteurs économique et politique de ce département. Ça fait à peu près 12 ans qu'on travaillait tous sur ce projet. Je pense que l'annonce qui était inattendue a été encore une fois un réel choc.
La manière dont ça a été annoncé a pour moi été aussi un deuxième choc. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques mois, dans la Val-d'Oise, nous avons changé de préfet. Et c'est lors d'une discussion avec le préfet que je me suis rendu compte. À un moment donné, M. le préfet m'a dit il faut que les acteurs du Val-d'Oise arrêtent de pleurer, arrêtent de dire le Val-d'Oise est toujours oublié, on n'a jamais rien chez nous, etc. Et je me suis dit pourquoi ne pas me saisir de ça pour lancer un appel à l'ensemble des forces économiques et politiques de ce département pour qu'on se réunisse pour chercher de nouveaux projets, pour identifier de nouveaux investisseurs et pour créer ensemble une boîte à outils pour monter des projets, pour trouver des projets pour le triangle de Gonesse, mais pas que, pour l'ensemble de ce département qui le mérite, qui est un département qui est extrêmement attaché. Moi, je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis pas né ici, mais je me suis vraiment, depuis 22 ans que j'y suis, profondément attaché à ce territoire. C'est un territoire qui est très varié, avec le Vexin d'un côté, des territoires très urbains de l'autre, 184 communes, 48 000 entreprises au registre du commerce, des très belles entreprises, Dassault, etc., Atos, et des petites perles, des petites TPE, PME. Et donc nous nous sommes réunis 2 fois. Une première fois avec donc l'ensemble, encore une fois, des acteurs économiques et politiques de ce département. Je leur ai demandé vraiment de venir dans un état d'esprit positif et constructif. On n'est pas là pour faire de la politique, on n'est pas là pour dire c'est de ta faute, c'est de la mienne, c'est machin, ces trucs, ces choses. Toi tu as fait ci, moi je ne l'ai pas fait. Non, on est là pour travailler ensemble, pour construire quelque chose. Donc on a fait une première réunion, on a échangé là-dessus. Ça s'est passé en très très bonne intelligence. Nous avons eu la surprise d'avoir la présence de M. Roltangui, qui vient d'être nommé par 2 ministres, pour une mission justement de réflexion sur l'avenir du triangle de Gonesse. Alors, qui était autour de la table donc? Écoutez, sur les 15 parlementaires que compte ces départements, il y en avait 13 qui étaient représentés ou présents. Les communautés d'agglo ne pouvaient pas être là parce que le même jour, il y avait, je crois, un AG à CY, l'université de Cergy, mais ils étaient représentés, le conseil départemental était représenté, le conseil régional était représenté, le CEVO était bien entendu présent, le département, je l'ai dit. Il me manque quelqu'un. Bien sûr, les services de monsieur le préfet étaient là. Franchement, ça s'est très très bien passé. Nous avons une deuxième réunion qui a eu lieu vendredi dernier. Je crois qu'il y a eu un problème de mail parce que beaucoup de gens qui devaient venir ne sont pas venus et a priori m'ont appelé après en me disant mais je pense qu'il y a eu un problème de mail. Néanmoins, une grande partie des personnes étaient là et mon ami Daniel Fargeau était présent. Là, on a travaillé un petit peu sur la méthode. Il y a 3 points sur cette réunion. D'abord, on a parlé de la méthodologie. On a commencé à faire le tour de projets, parce que nous avons des idées de projets et nous avons quelques pistes sérieuses de projets qui pourraient aboutir dans le Val-d'Oise. Mais on s'est aussi posé la question à un moment donné, et j'ai besoin d'une réponse forte de ceux qui nous gouvernent, c'est de dire, voilà, si demain on arrive avec un projet qui nous dit qu'au dernier moment, après nous avoir dit, ouais, allez-y, c'est top, c'est super, etc., qu'on ne nous dise pas, bah, attendez, on n'a pas le foncier pour le faire, ou ça ne correspond pas à ce qu'on attend, etc. Donc on a besoin d'être rassuré sur ce point-là. Oui, vous dites ça parce que EuropaCity, ça fait 10 ans quand le dossier est en réflexion, et au bout de 10 ans, on nous dit non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la réélection de mon ami François Asselin, Bruno Le Maire était là, j'ai eu l'occasion de lui parler de ce groupe, que j'ai appelé Val-d'Oise 2027. Pourquoi 2027 ? Parce que c'était l'année où devait sortir EuropaCity. Je lui ai fait part de cette préoccupation et de cette idée de venir avec des nouveaux projets. Et il m'a dit, ah, vous savez, Monsieur le Président, moi j'étais pour EuropaCity. Et je lui ai rappelé, mais tout le monde était pour. Même Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, et même lorsqu'il était au début de son mandat de président de la République, tout le monde était pour. Puis après, pour des raisons qui sont quand même un petit peu obscures, on change d'avis. Il ne faut surtout pas que ça se renouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai lu ce matin que dans la presse que le département, la communauté d'agglo de Roissy et la ville de Gonesse ont fait une action contre le gouvernement pour remettre en cause ces décisions. Moi, ma démarche, et quand je dis ma démarche, c'est une démarche que j'ai faite en tant que président de la CCI, à laquelle j'ai associé, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure lorsqu'on m'a demandé des participants, la CPME du Val-d'Oise, le MEDEF du Val-d'Oise, la Fédération française du bâtiment du Val-d'Oise et la Chambre des métiers et de l'artisanat, je l'ai dit déjà. Je ne sais plus, en tout cas, les forces vives sont avec nous. Je crois qu'il y a des beaux projets qu'on peut sortir pour ce département, et ce département le mérite. Maintenant, on a besoin d'assurance. C'est sûr que on a travaillé pendant 12 ans sur EuropaCity, on ne va pas se remettre à travailler pendant quelques années sur d'autres projets pour qu'on nous dise à la fin, ah bah sur votre truc c'est génial, ah bah finalement on ne le fait pas, quoi, pour telle ou telle raison, ou parce qu'il y a un planteur de haricots dans le coin qui n'est pas d'accord. Donc à un moment donné, on a besoin d'assurance.
Donc c'est ce que j'ai dit à Bruno Le Maire mardi la semaine dernière et que je lui ai confirmé par écrit depuis. Donc vous attendez la réponse de Bruno Le Maire, c'est bien ça? Moi j'ai demandé à Bruno Le Maire, il m'a dit envoyez-moi un mail et je ne vous laisserai pas tomber. Je lui ai demandé deux choses. La première, c'est il faut un geste fort de ce gouvernement. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un vienne nous dire, ben voilà, Europa City, ça ne s'est pas fait pour telle raison. Et si vous avez un projet qui répond à tel et tel critère, on vous soutiendra et on ne vous lâchera pas à la fin. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin lui aussi, sur ces fameux projets que nous avons identifiés, peut-être pour nous donner des outils pour faire venir ces investisseurs, ou pour concrétiser ces projets. En tout cas, moi c'est une démarche, honnêtement, c'est que de la bonne volonté. Hein. Et mes amis des organismes patronaux qui nous ont suivis, et la Chambre des métiers qui nous a suivis, c'est que de la bonne volonté pour essayer de trouver des pistes. Et moi je suis très heureux et j'étais très agréablement surpris de voir que les parlementaires notamment et les personnalités politiques qui étaient autour de la table étaient tous dans ce même état d'esprit de trouver des solutions, de trouver des pistes sans esprit politique, sans faire de polémique. On est capable de s'entendre parce que en fait le but c'est quoi? C'est de développer ce département qui le mérite. Alors justement, mardi dernier, je recevais Alain Richard à ce micro qui estimait que c'était effectivement un manque de vision que d'avoir arrêté ce projet et qu'il fallait pour la région Île-de-France, de toute façon, un grand projet structurant dans cette zone et notamment développer en même temps des activités culturelles parce qu'on en a besoin, d'autant qu'on est à côté de l'aéroport et qu'on sait qu'il y a une concurrence internationale. Je vous invite à réécouter notre émission de vendredi sur notre page Facebook Barre de l'économie. Monsieur Alain Richard, ancien ministre, était bien entendu présent à notre réunion et participe dans le même état d'esprit que tous les autres personnalités politiques, comme Daniel et tous ses collègues. Franchement, je pense que tout est réuni et j'espère, une fois que j'aurai eu ce geste de ceux qui nous gouvernent, j'espère revenir très bientôt à votre micro pour vous annoncer des choses, parce qu'encore une fois, il y a des pistes. On vous accueille avec grand plaisir, bien sûr. Daniel Fargeot. Oui, je tiens vraiment à te remercier pour avoir lancé cette initiative. Suite au projet abandonné d'Europa City, effectivement, le département du Val-d'Oise est une terre de talent, il faut le savoir. Tu l'avais très bien souligné. Et je crois que l'ensemble des acteurs et des partenaires doivent être autour d'une même table pour pouvoir avancer et définir de nouveaux projets. Alors pour le triangle de Gonesse sur le Val d'Oise, mais plus largement effectivement sur un projet structurant que nous souhaitons mettre en œuvre et bien sûr à l'échelon et à l'échelle de l'Île-de-France. D'ailleurs, je rappellerai que la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, Madame Valérie Pécresse, a débloqué un fonds d'1 milliard d'euros, un fonds d'urgence d'1 milliard d'euros pour aider le département du Val d'Oise à se structurer de façon différente suite à cet abandon, et notamment au niveau des moyens de transport avec la ligne 17 et une future gare aussi. Elle a amorcé 200 millions d'euros afin que le gouvernement puisse derrière lui aussi se joindre à cette proposition de l'Île-de-France et pour effectivement favoriser le déplacement est-ouest dans notre département. Et au-delà de tout, eh bien, c'est de pouvoir effectivement relancer. Et nous avons une agence, je vois que Pierre veut reprendre le micro. Je dire que bien entendu le Conseil régional Île-de-France était présent aussi dans notre groupe de travail. Bien évidemment. Je vais le dire tout à l'heure. Et nous avons une très très bonne agence départementale qui est le comité d'expansion économique et qui peut nous apporter un certain nombre de projets. Et ils sont dans les cartons, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est le feu vert à la fois du département, mais pas seulement du département, de l'État. Et il nous faut, comme le disait Pierre tout à l'heure, l'assurance de l'État de faire quelque chose, de nous suivre sur le département et sur l'Île-de-France vers un projet structurant. Et derrière, si on a la garantie que l'État nous suit, de faire un appel à projet. Et en fonction de ces appels à projet, de pouvoir développer l'économie sur nos territoires. Merci Daniel Fargeot. Alors, autre initiative intéressante en Val d'Oise, Pierre Cuchely, c'est le salon Effervescence. En fait, si vous me permettez, moi je voudrais quand même dire que nous avons d'autres événements avant le salon Effervescence. D'abord, mercredi prochain, le 15 janvier, nous organisons avec différents organismes une journée qui est destinée aux industriels sur des cas concrets d'intelligence artificielle pour les PME, qui est organisée par Val d'Oise Numérique avec Catalyx, qui est l'école de l'intelligence artificielle de Microsoft. Ça aura lieu au hub Nikola Tesla à Écouen. Alors, je n'ai pas le lien pour s'inscrire, mais il suffit d'aller sur le site internet et vous allez le trouver. Le 20 janvier, nous faisons une rencontre d'affaires TPE-PME avec les acheteurs d'ADP
autour de leur projet de Terminal 4 à la Maison de l'Environnement. Il s'agit pour les TPE-PME du territoire d'aller proposer leur offre. Le 25 février, nous avons Entrepreneuser à Taverny, qui est la deuxième édition d'une réunion des réseaux du Val d'Oise, puisque vous savez que le Val d'Oise est une terre de réseaux. Et je ne peux pas être ici à Enghien sans vous parler effectivement du 31 mars, du salon Effervescence, qui est le salon du Mailing 95, qui a lieu tous les ans. Ça sera la 8e édition. On l'a créé avec des copains à Argenteuil, on était 33. L'année dernière, entre les exposants et les visiteurs, il y avait pratiquement 1000 personnes qui étaient réunies. Donc on espère faire au moins aussi bien cette année sur l'hippodrome de Soisy-Enghien. Alors la date c'est le 31 mars, de 11h30 à 14h30. C'est réservé, on va dire, aux adhérents des différentes associations qui organisent, parce que ce salon Effervescence est organisé par pratiquement tous les acteurs économiques de ce département. Cette année, c'est le CA Plaine Vallée qui nous accueille, et je remercie son représentant ici. Notre très belle agglomération, merci. Voilà. Et à partir de 14h30 jusqu'à vers 17h, 17h30, c'est ouvert à tous les visiteurs. C'est un salon, vraiment, l'année dernière, j'avais fait venir, c'est un salon départemental, qui a un concept vraiment unique. Il n'y a pas de chaise, personne n'est assis, ce sont des manches debout, les stands, que ce soit des multinationales ou un artisan, tout le monde a le même stand, il n'y a pas de kakémono, tout le monde a le même panneau, tout le monde a la même visibilité, il n'y en a pas un qui est mieux vu que d'autres, sauf que quelques partenaires, on va dire privilégiés, à qui on fait payer un peu plus cher pour les mettre un petit peu en avant, mais vraiment globalement tout le monde a le même truc. Mais l'année dernière, j'avais fait venir des collègues d'autres CCI Paris-Île-de-France, notamment le directeur général de la CCI régionale Paris-Île-de-France, et qui n'était jamais venu. Il m'a dit, mais c'est vachement marrant ton salon, là. On a l'impression que tout le monde se connaît. Et j'ai répondu, moi, il y a un indice pour moi, pour savoir si c'est bon ou pas. Je regarde à la fin, le soir à 17h30, quand les gens partent. Et les gens partent tous avec le sourire. Et ce salon, il est unique. C'est un concept unique que nous avons déjà développé ailleurs, puisque l'année dernière avait eu lieu la première édition du salon Effervescence au Sable d'Olonne. Aujourd'hui se prépare un Effervescence dans le Val-de-Marne, se prépare un Effervescence à Dieppe, et nous espérons bien convaincre notamment les autres départements d'Île-de-France de faire un salon d'effervescence, parce que c'est un moyen extraordinaire de travailler en réseau, de se connaître. Pourquoi aller chercher un composant, un circuit électronique en Chine, au Japon ou en Italie, alors que si ça se trouve dans votre propre département, vous avez dans votre rue, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je cite cet exemple, dans ma rue il y a un type qui fabriquait des circuits électroniques alors que j'étais en train d'en chercher dans le monde entier qui correspondait à mon cahier des charges. J'en avais dans ma rue, je ne le savais pas. Voilà, c'est vraiment. Donc je vous invite tous le 31 mars au salon Effervescence, j'espère bien. De toute façon, on va en reparler puisque je ferai une émission dédiée sur ce sujet. Alors justement, bien sûr qu'on sera en train de vous accompagner. Alors justement, vous parlez de composants électriques parce que vous-même, vous présidez LSI, le savoir industriel, et vous fabriquez des composants d'hyperfréquence, notamment dédiés à la gestion de l'eau. C'est bien ça, Pierre Puchelet ? Non, c'est pas tout à fait ça. Alors, en fait, LSI, c'est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est une toute petite entreprise qui fabriquait jusqu'à présent des cales dédiées à l'hyperfréquence. C'est un produit que nous continuons à fabriquer, mais j'ai décidé de diversifier cette entreprise dans la gestion intelligente de l'eau, des fluides. Pardon. Nous avons déposé un premier brevet qui consiste à rendre intelligents les PUI, les points d'eau incendie, plus communément appelés les bornes à incendie. Il y en a 600 000 en France. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des petits malins qui s'amusent à les ouvrir, soit pour jouer, pour s'amuser, pour s'arroser, soit on les ouvre, puis les pompiers arrivent, on leur balance des caillasses, et puis si ça ne suffit pas, on appelle la police, puis on leur tire dessus. Nous, on a développé un système qui permet de les contrôler à distance, ces bornes à incendie, ces PUI. C'est-à-dire que la personne qui gère est informée à distance que la borne a été ouverte. Après vérification, il n'y a pas de feu. Notre système, qui est complètement invisible et indétectable, permet de refermer à distance la borne à incendie. Alors, très honnêtement, nous sommes en train de sortir la version 2. La première version fonctionnait sur un système LoRaWAN qui est commercialisé par une multinationale française dont je tairai le nom, puisqu'ils nous avaient garanti que même enterré, le système fonctionnait partout. En fait, ce n'est pas le cas. Et donc, on a eu quelques petits déboires. Nous avons sorti maintenant la version 2, qui fonctionne avec des cartes GSM basse fréquence, comme vos téléphones, simplement sur des fréquences particulières. Et ça fonctionne sur 99,9% du territoire. Et donc, nous allons redévelopper ce produit. Et derrière, nous travaillons sur plein de systèmes pour gérer l'eau, puis d'abord l'eau, mais ensuite d'autres fluides,
de manière intelligente. Tout ça, bien entendu, made in 95. Bravo, merci beaucoup en tout cas, et bravo pour cette innovation, parce qu'effectivement, l'eau, c'est quand même... L'eau, c'est l'or de demain. C'est l'or de demain, exactement. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale, et puis après, on va changer un petit peu de sujet. Nous allons aborder le sujet des élections municipales. C'est bien, ça Ouais. faut venir. Franchement, Vous étiez venu? j'étais passé parce que moi j'ai 4900 entreprises sur la ville de Colombes. On a des demandeurs d'emploi qui soient jeunes ou moins jeunes. J'en ai pas parlé, mais il faut que je... Demain... Non, c'est je sais pas si pertinemment J'étais au courant. Pôle emploi fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et on a des TPE-PME qui ont besoin de salariés. Et d'autres, et des jeunes, des organisations ont besoin de boulot. Et donc il faut mettre en synergie. Alors j'avais fait venir Patrick Pontier l'année dernière, bon, il a trouvé ça super et tout, mais il m'a pas dit je voudrais en faire un en 92, et à mon avis il y aurait moyen d'en faire un. Il faut le faire à l'échelle locale. Alors nous vraiment ce qu'on a, alors on est à votre disposition, on n'a pas d'argent, hein, mais on vous met à disposition le concept est hyper simple. Nous on a associé tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait ça a été créé à Argenteuil, par la Préval qui est l'association des chefs d'entreprise d'Argenteuil-Besançon. Petit à petit on a associé la Chambre de commerce, on a associé les associations autour. Et aujourd'hui, il y a vraiment toutes les forces du département sont là. On fait venir gratuitement pour les exposants. Franchement, s'ils sont membres d'association, je crois que c'est 200 € le stand. Ils repartent avec leur les manches debout. Là, je disais tout à l'heure, je vous ai vu, ça vous a fait sourire. La première année, quand on a fait ça au bout de 3-4 ans, quand les gens sont arrivés dans la salle, ils ont vu les manches debout. Ils ont dit oh, fait chier, les manches debout, c'est con, on va être debout. Et le soir, on a fait, vous pouvez partir avec, vous allez tous avoir le sourire. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc, les écoles ont fait ça gratuitement, ou des associations d'insertion ont fait ça gratuitement. C'est un super concept. Après, le département, c'est le maximum. On m'a dit, André, tu devrais faire régional. Surtout, non, c'est pas possible. Mais même, il y a convivialité, il y a... À l'échelle locale, à l'échelle communale, c'est des... Une grosse commune, c'est possible. Une grosse commune à 85 000 habitants, c'est faisable. On va pas tarder à reprendre, donc on va aborder notre deuxième sujet du jour, les élections municipales. On va commencer par... Pas, moi. On ne peut pas tout faire. Hein. On peut tout faire. C'est déjà énorme, la chambre de commerce. Donc, et l'industrie. Et l'industrie, donc, bien sûr. Bah oui, l'industrie, on en a besoin. Hein. Ça se redéploie pas mal l'industrie. J'ai les chiffres, on est un des produits, oui, mais on a quand même plus de 330 projets, alors que les autres pays européens ne sont pas... Oui, le problème, ça n'empêche pas que pendant mais c'est pas suffisant. Les différents gouvernements ont laissé tomber l'industrie. Moi, je veux dire, l'autre jour... C'est bien. On y retourne parce qu'il est déjà... Il nous reste 24 minutes. Voilà, c'était une pause musicale en compagnie de Big Flo et Oli avec leur titre Sur la Lune. Et moi, je suis toujours en compagnie de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, président également du Savoir industriel, LSI, de Sébastien Perrotel, maire adjoint à la jeunesse et au sport à Colombes, et de Daniel Fargeot, président de l'Union des maires du Val d'Oise et maire de la ville d'Andilly. Alors, Daniel Fargeot, quel est le rôle d'un président d'Union des maires ? Écoutez, il est complexe puisque le président de l'Union des maires doit représenter effectivement l'ensemble des maires de son territoire départemental et ce devant les différentes instances politiques, administratives et judiciaires que forme notre département, donc l'ensemble des instances et des institutions que nous avons à notre service. Donc c'est un rôle à la fois très important et fort sympathique puisque cela me permet d'être en prise directe avec les différentes instances, comme je viens de vous le dire, et de partager un certain nombre de sujets, notamment avec les services de l'État, mais pas seulement. Donc au niveau des services de l'État, c'est aussi, comme actuellement dans le cadre des maisons France Service, puisque le Premier ministre a souhaité que chaque département à l'échelon national puisse disposer de maisons de service et France Service et non plus de service au public ou de points, des PIMS on appelle ça, enfin tout un tas de choses, des points de contact, et ce à horizon 2022 pour que tous les cantons de chaque département soient pourvus en la matière. Donc à ce jour, au 1er janvier, 460 maisons France Service ont vu le jour, nous en avons 3 dans notre département
et il en faudra au moins 21 d'ici 2022. Nous travaillons aussi également avec la direction départementale des finances publiques au redéploiement de cette administration, puisque là encore, M. Darmanin, notre ministre, a souhaité effectivement revoir un petit peu la configuration du service des finances locales sur l'ensemble du territoire. Donc, un certain nombre de trésoreries vont être fermées, et puis on va revoir un petit peu le service à la fois au public et aux collectivités. Alors, en Val d'Oise, il y a 184 communes. Oui. Combien de maires, quel est le pourcentage entre les maires qui se représentent et ceux qui ont décidé d'arrêter? Vous donner un nombre de maires serait très difficile pour moi à ce jour, puisque tous ne se sont pas déclarés. Néanmoins, nous avions, vous savez, l'an dernier, à ce même micro, nous pensions qu'il y avait un maire sur deux qui ne se représenterait pas pour x, y raison. Et nous sommes très heureux de constater qu'au sein du département du Val d'Oise, nous aurons à peu près 70% des maires sortants qui se représenteront. Donc on est toujours dans la continuité des années précédentes, des mandats précédents, et c'est plutôt une bonne chose. Alors donc, on va rappeler que les élections municipales, c'est le 15 et le 22 mars, qu'il y a jusqu'au 7 février pour s'inscrire sur les listes électorales, si vous n'êtes pas encore inscrit dans la commune où vous habitez. Donc vous, Daniel Fargeot, vous avez décidé d'être candidat à votre propre élection à la mairie d'Andilly. Oui, je fais partie des 70%. Voilà. Donc, quel est le moteur pour renouveler ce mandat? Bien, écoutez, le moteur, c'est avant tout la passion. La passion et la détermination et de se mettre au service de chacun. Je crois que c'est quand même très important. Sachez que c'est un véritable sacerdoce que d'être maire. Mais comme je l'ai toujours dit et je l'avais précisé à mon épouse et à mes filles lors de ma première candidature, je suis passionné par le mandat électif et puis par cette mission au sein d'une collectivité. Et je leur ai dit par la suite, de toute façon, le jour où ça deviendra une obligation, j'arrêterai. Donc il faut vraiment être passionné, il faut vraiment le vouloir. C'est pas simplement se dire je suis un élu, super. Non, c'est vraiment d'aller au cœur des choses pour l'ensemble de ses habitantes et de ses habitants. Oui, parce que du coup, vos obligations, vous êtes maire d'un village, on peut dire 3000 habitants, oui. À peu près. Oui. Mais en même temps, vous avez d'autres fonctions à la communauté d'agglomération, puisque vous vous occupez de l'économie. Je suis vice-président et du développement. Donc du coup, ça vous oblige, comme vous dites, à donner de votre personne pour pouvoir allier métier plus obligations dues au mandat. Mais je le fais vraiment avec plaisir et voilà, sans me forcer. Alors effectivement, c'est beaucoup de temps, notamment pour une petite commune. Par rapport à une grande commune, nous avons les mêmes problématiques, bien évidemment, si ce n'est que nous n'avons pas les mêmes services à nos côtés. Donc pas les mêmes, parce qu'il n'y a pas les mêmes budgets, c'est ça? Il n'y a pas les mêmes budgets. Pas les mêmes financements. Bien sûr. Et donc c'est un investissement d'autant plus important, une implication plus importante, je pense, pour le maire d'une petite commune. Et je le vois encore plus dans la ruralité au sein de ma présidence de l'Union des maires. Croyez-moi, ce n'est pas simple. Bien souvent, les maires n'ont pas la possibilité d'avoir un secrétaire général. Je ne parle même pas de directeur général des services. Et ils sont tous... Alors, ils se partagent, ils se mutualisent un secrétaire afin de pouvoir avancer sur leur dossier. Mais c'est vraiment là une implication à 200% pour les maires ruraux et qu'il faut absolument défendre et accompagner. Et c'est aussi le rôle de l'Union des maires que d'accompagner l'ensemble des élus, et ce, sans clivage politique, quel qu'il soit. On est là pour tous les élus et sans esprit partisan. Donc c'est vraiment aussi le rôle fondamental et fédérateur d'une union des maires ou d'une association. Alors on est dans le mois où vous constituez vos listes les uns et les autres, j'imagine. Quand est-ce que vous allez déposer votre dossier complet? Bien, écoutez, ce sera courant février. Parce qu'on a la date limite, c'est bien le 15 février? Oui, c'est le 3e jeudi avant le premier tour des élections. Là, oui, bien évidemment. Mais j'ose espérer, pour celles et ceux qui se représentent, que leur liste soit déjà complète. Oui. Et alors, vous savez que cette année, nous avons le droit... la nouveauté, c'est d'avoir 2 conseillers supplémentaires, au-delà du seuil global, et ce aussi pour... c'est l'État qui a souhaité effectivement mettre en place ces deux conseillers supplémentaires. C'est plutôt une bonne chose, puisqu'il faut savoir que lors de l'élection d'un maire, il faut que le conseil municipal soit au complet, et puis dans le cas où celui-ci décède ou démissionne, il faut absolument que, sans repasser par les urnes, pour que le conseil municipal puisse élire à nouveau le maire, il faut que le conseil municipal soit au complet. Alors la campagne officielle démarre le 3 février, c'est Oui. la particularité où nous, radio, nous allons dédier une tranche horaire
à tous ceux qui veulent être candidats. Donc bienvenue dans la nouvelle tranche horaire, 10h30, 11h. Je prends d'ores et déjà rendez-vous avec vous, Florence. Si vous voulez, avec plaisir. Aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas en capacité de pouvoir présenter quelques projets que ce soit. Voilà, vous reviendrez nous les présenter au mois de février. Pierre Cuchely. Moi, je ne pourrais pas venir puisque je ne suis pas candidat. Non, je voulais juste réagir d'une part en tant que président de la CCI, d'autre part en tant que citoyen. Premièrement, en tant que président de la CCI, c'est l'interface entre les entreprises et le monde politique. Et je veux dire que pour moi, c'est un réel plaisir d'avoir comme interlocuteur un président de l'Union des maires qui soit un homme d'entreprise. Puisque Daniel est expert comptable, mais surtout il dirige un cabinet d'expertise comptable. Donc lorsqu'on se rencontre et lorsqu'on se parle, on a le même langage. Donc pour moi, c'est très important et je tenais à le remercier pour ça. Le deuxième message que je voulais passer, c'est un message vraiment personnel que j'ai déjà passé plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Moi, je tire mon chapeau au maire, vraiment. Je tire en France, en 2020, je tire mon chapeau aux maires, notamment et principalement aux maires des petites communes. C'est un mandat, franchement, ils n'ont rien à y gagner. C'est pas la petite enveloppe qui touche à la fin du mois, qui les fait vivre. On va parler d'indemnité, pas d'enveloppe, s'il te plaît. C'est pas la petite indemnité à la fin du mois, je crois que c'est vraiment très faible. Moi, j'habite une petite commune de 528 habitants. Mon voisin en face, c'est le maire. Il ne se fait interpeller que pour ce qui ne va pas. Et c'est limite des insultes, quand c'est pas des menaces. Et je trouve ça absolument scandaleux et ahurissant. Le maire est là pour le rendre service à tout le monde. Et vraiment, je veux dire, je pense que c'est le plus beau des mandats, mais je pense que c'est le plus difficile et le plus ingrat. Donc, à titre personnel, je voudrais leur rendre hommage. Voilà, merci beaucoup, Pierre Cuchely. Merci, Pierre. Et ça vaut pour Daniel, ça vaut pour Sébastien, ça vaut pour tous les autres maires candidats ou candidats maires. Franchement, bravo. C'est vrai, il faut le rappeler, vous avez bien raison. Merci, Pierre Cuchely. Alors, Sébastien Perrotel, vous êtes candidat, vous n'êtes pas encore maire, hein, vous avez des fonctions bien sûr électives, puisque vous êtes maire adjoint, vous étiez maire adjoint à la jeunesse et au sport, vous avez démissionné. Dans la vie, vous êtes directeur d'un établissement général et professionnel visant un public à grande difficulté. Pourquoi vous candidatez-vous à la mairie de Colombes ? Donc déjà, c'était effectivement une décision familiale, c'était une décision aussi personnelle, puisque j'ai 50 ans, je suis colombien depuis 50 ans, j'ai cette ville à cœur, et puis j'ai envie que Colombes, qui est une ville qui peut être une ville encore plus attractive, où le cadre de vie peut être amélioré, j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure pour les administrer. J'étais à un moment donné en désaccord avec la politique globale du maire. Surtout sur la politique sociale, quand vous perdez moins 44% sur votre budget à la jeunesse, quand vous perdez moins 36% sur le sport, quand on vous enlève 50 000 € sur une mission locale qui est importante pour la réinsertion des jeunes en difficulté ou des moins jeunes. C'est une vision, on n'est pas du tout de la même génération avec le maire actuel. Alors la maire actuelle, je vais le rappeler, c'est Nicole Guetta. Elle a l'âge d'environ 80 ans. Elle se représente ? Elle se représente, tout à fait. Donc, on n'a pas du tout la même vision. On n'est pas du tout concentré sur les mêmes axes. Moi, je parle aujourd'hui de transition écologique, je parle de participation citoyenne, je parle de développement de mobilité, je parle de développement économique. Mais avec les acteurs, on a 4 950 entreprises sur Colombes. On a un réseau de TPE-PME extraordinaire. Ils sont très peu mis en lien avec les jeunes à la recherche d'emploi ou avec des gens qui sont en réinsertion professionnelle. On sait pertinemment que Pôle emploi fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est à la mairie d'être facilitateur pour créer une synergie entre le tissu économique et les demandeurs d'emploi. On n'a pas la même vision. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, on a les mêmes problématiques en ce moment entre les petites communes de 3000 habitants et de 85 000. Moi, j'annonce d'ores et déjà que Colombes est un désert médical. J'avais 53 médecins en 2014, j'en ai que 41, généraliste 41. J'ai une ville qui ne cesse de densifier. On a des nouveaux quartiers qui sont en train de sortir de terre. Le quartier de l'Arc Sportif, ça on peut y revenir. On aurait pu, à part créer que du vertical, créer davantage... L'exemple du commerce de proximité, non pas le modèle ancien du centre commercial, mais bon, ça c'est des visions. On va avoir 1900 logements, on ne prévoit pas les infrastructures publiques,
voilà, il y a véritablement, on est en train de densifier, de bétoniser cette ville sans avoir une véritable politique globale d'ensemble pour l'amélioration du cadre de vie et n'oublier bien sûr aucun des quartiers. Alors quand vous faisiez partie bien sûr de l'équipe de Nicole Guetta puisque vous avez démissionné. Quand est-ce que vous avez démissionné de votre mandat de maire adjoint au sport? Moi je suis issu d'une fusion lisse entre les deux tours. C'est ce que je ne ferai pas si je suis au deuxième tour. Je ne ferai aucune fusion ni avec la droite ni avec la gauche. Je considère que ça n'existe plus. Voilà, les gens ont ras-le-bol, les tambouilles politiques entre deux tours. Ça crée des équipes qui, quand elles sont élues, sont déjà canards boiteux. Et ça pose que des problèmes. Donc l'équipe du départ sera l'équipe d'arrivée. Donc je ne ferai pas de fusion. Déjà en 2017, donc je suis issu d'une fusion entre les deux tours. Je me suis dit qu'à l'intérieur même d'une équipe, je pourrais changer les choses. Rapidement, ça a été compliqué. Et déjà en 2017, une partie du divorce était consommée. Et en 2018, je suis parti. Alors du coup, quand on est un jeune candidat, et c'est votre première course, quand même en tant que tête de liste, j'imagine, comment s'y prend-on pour une ville de 85 000 habitants? Bien, tout simplement, j'ai une équipe formidable qui m'accompagne au quotidien. En termes de gouvernance, j'ai vraiment des Colombiens qui ont leur ville à cœur, qui sont experts sur des sujets sur lesquels nous avons réfléchi pour un programme qui va bientôt arriver. Moi, j'avais d'ores et déjà dit que toute promesse tenue serait donc réfléchie, budgétée, donc réalisable. Il est important aujourd'hui, on a fait parfois trop de promesses aux gens. Et quand les politiques ne tiennent pas leurs promesses, ils ne sont plus légitimes dans leur fonction. C'est ce qui crée ensuite, après, la méfiance de la population vers ces politiques. Donc ce que vous voulez dire, c'est que dans le programme que vous allez établir dans le courant, j'imagine, du mois prochain, toute mesure annoncée est déjà financée, réfléchie par vous? Réfléchie. Ou par votre équipe? Tout à fait. Réfléchie, budgétée, réalisable. En plus, on donnera, bien sûr, un espace-temps, puisqu'il y a des mesures qui peuvent être mises très rapidement. Je pense à l'initiative Effervescence que vous avez mis en place. Ça peut être très rapide de mettre en lien les TPE-PME et les Colombiens qui sont à la recherche d'un emploi. Donc ça, ce sont des mesures qui sont, encore faut-il avoir la volonté politique. Et puis effectivement, il y a des mesures qui vont prendre un peu plus de temps, de par la réalisation, des constructions, la mise en place. Mais on annoncera de façon très claire, et je m'y engage, toutes les mesures qui vont être présentées dans le programme sont réfléchies, budgétées et donc réalisables avec une durée. Alors, quand on doit gérer une ville de 85 000 habitants, on constitue une équipe de combien de personnes? Là, 53 personnes, 53 policiers. Voilà, bon, mon équipe est... Ça y est, elle est bouclée? Oui, elle est quasiment bouclée. Quasiment bouclée. Elle est bouclée. Après, donc 53 personnes plus les deux suppléants. Voilà, et puis après, ensuite, il y a aussi... la campagne est encore longue, même si c'est une campagne express, hein, c'est le 15 mars, pas du tout. Mais il y a encore aussi la possibilité, sur le terrain, on rencontre, moi je fais dans mon terrain, donc on rencontre des gens qui, à un moment donné, surtout des femmes, qui n'osent pas s'engager, que je pousse à s'engager, parce que je ne veux pas que le métier c'est pas la fonction de maire adjoint ou de conseiller municipal, avec une délégation ou pas, soit uniquement qu'une fonction dédiée à des gens qui sont soit à la retraite. Moi, je pousse les femmes à s'engager. Et, voilà. Donc, et alors, vous êtes arrivé au 50-50, 50% d'hommes et 50% de femmes? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est sans aucun problème. Et puis, j'ai vraiment une équipe qui représente... la diversité de Colombes. C'est-à-dire au niveau, je voulais dire géographiquement ou bien dans les professions sociologiques, professionnelles. On a vraiment une équipe, on a la meilleure équipe. Alors, quand allez-vous dévoiler l'équipe? Pareil, courant février. Courant février. Donc, vous allez attendre de déposer votre liste pour pouvoir les dévoiler? Oui, parce que c'est aujourd'hui, on a en face de nous des adversaires qui, bon, nous, on veut pas avoir un copier-coller de notre programme, puisque ça fait longtemps qu'on travaille sur une problématique de programme et on ne veut pas avoir un copier-coller. Alors, est-ce que quand on est un jeune candidat pour la première fois à la tête de liste... 50 ans, je suis jeune encore. Oui, bah, c'est jeune. Donc, est-ce qu'on fait du porte-à-porte comme on faisait dans le temps? Est-ce que ça continue toujours, les méthodes? Toujours, le porte-à-porte est très important. Les gens apprécient énormément le contact avec l'élu. Ce qui est très drôle dans le porte-à-porte, c'est que souvent vous avez des gens qui, au moment d'ouvrir votre porte, vous regardent de façon
un peu dubitatif, soupçonneux, et puis quand vous engagez le discours, enfin l'entretien avec eux, et que vous avez des réponses à leurs questionnements, ça leur plaît, et ils se sentent moins lointains de leur politique. Donc oui, le porte-à-porte, c'est très important, le boitage, le tractage, être sur les marchés, voilà, rencontrer les entreprises, rencontrer la proximité. Un maire doit être proche de ses administrés, une équipe doit être proche de ses administrés. Un maire ne peut pas diriger une ville du haut de sa tour de Babel, ce qui est aujourd'hui le cas sur Colombes. C'est très pyramidal et c'est dommage, il y a peu de participation citoyenne. Les citoyens, on sent bien que sur ces élections municipales, les citoyens ont envie d'être davantage impliqués dans la politique de leur ville. Justement, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est pour vous la participation citoyenne ? Participation citoyenne, quand le maire va engager la ville sur des décisions qui sont importantes, sur la transformation d'un quartier, sur une direction économique, une direction sociale, il est important de prendre l'avis de ces citoyens. Quand on va parler de... Moi, je veux que Colombes soit une ville plus inclusive. Quand on parle des problématiques de handicap, et qu'on va rénover une rue ou organiser un tracé de mobilité en toute sécurité, il est important, ou quand on parle de santé, il est important d'aller à la rencontre de ces administrés qui vivent au quotidien des difficultés. Et parfois, les maires prennent des décisions qui vont à l'encontre du bon sens. Quand vous faites par exemple une rue pavée dans la seule rue piétonne de votre ville, c'est très difficile pour les fauteuils roulants, c'est très difficile pour les personnes âgées de pouvoir se déplacer, les personnes... pour les hauts talons. Voilà, pour les hauts talons, pour les gens qui sont aveugles. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir un peu de bon sens. Et puis à un moment donné, lorsqu'il y a vraiment des grands projets qui vont transformer votre espace territorial, il faut consulter ses habitants. Et parce qu'actuellement, à Colombes, il n'y a aucune consultation quand il y a des projets, enfin vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait peu de projets innovants, ça je ne sais pas, ça je vous laisse juger ce que vous avez dit, mais... Projets innovants, j'ai dit que c'est des projets essentiellement tournés vers la construction. Et là, il n'y a pas donc de consultation des citoyens actuellement. Non, on vous propose le projet, mais ce projet il a été déjà déposé, organisé avec les promoteurs immobiliers, donc les citoyens constatent. Ce qui est un peu dommage, ce qui est même grandement dommage. Alors ça fait donc ça fait combien de mois que vous préparez donc ce programme justement ? Alors le programme, il a commencé à être réfléchi aux alentours de mi-août, constitué d'équipes de gens issus de la diversité qui viennent réfléchir sur des problématiques qui leur tiennent à cœur. Et puis depuis septembre, c'est du H24. On a travaillé, on veut aussi que ce programme il soit le plus ambitieux possible, parce qu'il faut de l'ambition pour sa ville, ambitieux. Donc l'ensemble des promesses seront tenues parce qu'elles sont budgétées et réalisables. Et on veut aussi que ce programme soit lu par tous, compris par tous. On ne veut laisser personne au bord du chemin. Donc ça c'est important. On veut faire un programme très vulgarisé, qui parle à tout le monde, mais où chacun puisse se retrouver à un moment du programme. Puisqu'on le sait pertinemment, certains vont regarder une partie du programme sur l'écologie, sur l'innovation et la transition écologique, d'autres vont regarder sur la partie de la sécurité, sur l'éducation. Et là, on veut vraiment que ça parle à tous. Est-ce qu'il y a des thèmes phares pour vous pour le futur ? Sur la ville de Colombes. Sur la ville de Colombes, oui, bien sûr. Il y a énormément de thèmes phares sur mon programme. Voilà, on a 4 axes. On est parti sur 4 axes très importants. On est parti sur la problématique de respirer, grandir et réussir à Colombes. Donc ça, c'était nos trois time-up. Et puis ensuite, effectivement, sur donc la participation citoyenne, inclusion et lutte contre les exclusions, le développement économique. Ensuite, tout ça, moi je ne parle pas de sécurité aujourd'hui, je parle de droit à la tranquillité, parce que c'est aussi un projet global. Donc on a véritablement aujourd'hui une vision très novatrice. On veut changer d'air à Colombes, on veut un nouvel air à Colombes. Et c'est pour ça qu'on a la meilleure équipe possible pour pouvoir réussir ce pari, puisque vous savez que moi je suis conseiller départemental des Hauts-de-Seine et je me suis énormément bagarré pour conserver le stade Yves Manoir qui fait connaître Colombes partout en France.
Et je ne voulais pas qu'il tombe dans... Je lui voulais une nouvelle jeunesse et c'est pour ça que je me suis bagarré pour qu'on soit site d'épreuves olympiques. Alors quand je suis arrivé avec mon idée de hockey sur gazon, tout le monde m'a ri au nez. Mais à la mairie d'abord, et puis au département on m'a un peu plus écouté. Puis quand j'ai monté le projet, il faut savoir que le hockey sur gazon, c'est le 3e sport le plus joué dans le monde, à parité homme-femme. C'est 250 millions de téléspectateurs à chaque match de championnat. Donc j'avais dit au préfet et à Tony Stanguet, si j'ai 1% de ces 250 millions qui viennent à Colombes, monsieur le préfet, vous allez pouvoir me mettre les moyens, ça fait juste 2,5 millions de... Il faudra du parking. Hein. Voilà, on aura du parking. Mais c'était important et puis ça va faire connaître Colombes au national et surtout à l'international. Bien sûr. C'est un projet, le fait d'avoir les Jeux Olympiques, ça va permettre de dynamiser cette ville qui a tendance à s'endormir, même beaucoup à s'endormir, où la seule préoccupation, une des préoccupations de la mandature actuelle, c'était de construire la verticalité sans avoir une vision globale de tout ce qui est de mobilité. Merci Sébastien Perrotel. Daniel Fargeot. Oui, alors quand j'entends parler du stade Yves du Manoir, ça me fait très plaisir dans la mesure où effectivement les Jeux Olympiques de 1924 s'étaient déroulés à Colombes. Et puis je suis ancien Racingman, donc le stade de Colombes, je le connais particulièrement bien. Et pour vous dire qu'effectivement, s'il continue à vivre et à revivre et à être vitalisé, ce serait une très bonne chose parce que c'est quand même un endroit aujourd'hui où nombre de grands athlètes et de grands sportifs mondiaux ont pu se rencontrer. Et voilà, c'est l'histoire. L'histoire est au stade Yves du Manoir au niveau bah oui, c'est mythique ce stade. Et ça a été le vœu du département puisque le département va investir aux alentours de 50 millions d'euros dans ce stade pour pérenniser une activité sportive post-JO. Et ça, c'était très important pour pérenniser le hockey sur gazon, mais aussi le rugby et le football. Et permettre aussi d'être terre de jeu pendant le week-end. Oui, moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Sébastien tout à l'heure. Il parlait des baisses de dotation de l'État pour les communes. Donc je voulais lui dire qu'il avait intérêt peut-être à se rapprocher un petit peu des CCI, notamment la CCI 92, puisque c'est dans les Hauts-de-Seine, puisque c'est une problématique que nous connaissons bien, à la CCI et notamment à la CCI du Val d'Oise, puisque je rappelle que nos dotations étaient divisées par 2 sur 4 ans, c'est-à-dire moins 25% par an. Donc ça pose d'énormes problèmes de remise en cause, d'organisation. Heureusement, moi j'ai la chance dans la Val d'avoir une super équipe extrêmement motivée à laquelle je tiens à rendre hommage, comme je crois à chaque fois que je viens à ce micro. Donc n'hésitez pas à venir nous demander comment faire, parce que nous on sait bien faire. Voilà. Alors justement, Sébastien Perrotel, il nous reste 2 minutes d'antenne. Moi, je vous propose, parce que vous êtes dans la vie professeur d'histoire, géographie et puis directeur donc, de cet établissement professionnel adapté, expliquez-nous un petit peu combien d'élèves vous recevez dans cet établissement et ce qu'on y fait et pour qui. Donc j'accueille à peu près 60 élèves qui ont des troubles de handicap visibles ou invisibles, ou alors qui ont eu des parcours familiaux qui à un moment donné ont fait que c'était très difficile d'apprendre. Voilà, nous on est là pour leur redonner espoir, de la 6e jusqu'à la 3e, et ensuite on travaille énormément sur un projet individuel de formation pour leur permettre de pouvoir s'inscrire dans la cité et d'avoir une formation post-3e. Et je suis un fervent militant, défenseur, je fais de la publicité pour tout ce qui est les voies professionnelles, les séries technologiques. Il faut dire aux parents que ce sont des voies qui vont permettre à leurs enfants de pouvoir s'épanouir dans les meilleures conditions possibles et d'avoir des salaires et d'avoir une perspective d'évolution de carrière. Quand vous voyez par exemple que avec le Grand Paris, dans les métiers de la soudure, il y a aujourd'hui entre 3 et 5 000 demandes d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Dans les métiers de l'informatique, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, j'arrive à gagner mon pari, mais on a des écoles d'informatique qui commencent à faire une voie professionnelle en informatique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac S, mention très bien, pour être un bon ingénieur ou pour gérer bien un ordinateur. Nos jeunes sont meilleurs. Donc voilà, je défends ces voies professionnelles avec des acteurs. Il y a aussi sur la ville de Colombes 2 établissements professionnels qui sont formidables, qui permettent à des jeunes, parfois
en doute de pouvoir se projeter dans un avenir salarial et de pouvoir avoir plus tard une retraite. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup Sébastien Perrotel. Donc, il faut habiter Colombes ou quel rayonnement pour venir dans ce lycée? Vous pouvez habiter Colombes ou à l'extérieur de Colombes, on accueille tout le monde. Voilà, on va rappeler peut-être l'adresse mail ou comment il faut faire pour vous contacter. C'est segpa@jacolombe.com. Merci beaucoup. Mais il y a d'autres établissements dans Colombes qui font ce segpa. Merci beaucoup et merci à tous pour votre présence en studio. Pour ma part, je vous retrouve dès demain matin et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci Florence. Merci. Merci. Vous pouvez reprendre une